Vu la sécheresse de cette année, vous regardez dans les endroits où se sont amassées les feuilles comme ça, vous regardez dessous en fait, on a les feuilles et en dessous c'est tout sec, donc c'est pas forcément vivant, on n'a pas de champignons. Donc il faut qu'on trouve les zones les plus fraîches. Donc Nicolas nous disait d'aller dans la prairie là-bas. Et après il y a une zone où il y a une zone un peu forestière au fond là-bas. Donc c'est notre mission d'aller chercher cette litière. Ça vous va? Ouais, ça vous va? Parce qu'ici en fait autour de la ferme c'est un peu sec quoi. Alors c'est fou parce que c'était pas mal aussi, mais ça peut être intéressant d'aller voir là-bas. Par contre il faut qu'on traverse la zone humide quoi. Dans le creux, ce sera plus humide parce que là-bas, c'est... Oui, il m'a dit d'aller... C'est chez lui aussi, ça. Hein. Ouais. Donc, l'idée, c'est de récolter sous les feuilles ces matières qui sont en décomposition. Alors, vous avez les filaments blancs, là, qui sont déjà colonisés. Vous avez des fois des petits morceaux de bois aussi qui sont colonisés. Vous les prenez aussi. C'est des supports de ferment. Et en fait là-dedans, on ne sait pas exactement ce qu'il y a, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a une grande diversité de micro-organismes différents. Donc essayez de prendre dans des endroits où les feuilles se sont accumulées. Et essayez de recouvrir aussi. Une fois que vous avez pris la litière, voilà ce genre de choses, ouais, tout à fait, ouais. Tu le trouves en dessous, tu l'as trouvé en dessous, donc ça va dépendre de ce qu'il va y avoir à dégrader, mais je vais vous montrer. Je voudrais sentir juste. Ouais. Ça sent là, ça sent le champignon. Ouais, ça sent le champignon. Tiens, si tu veux la prendre, après tu mets dans le sac. L'époque, c'est soit l'automne, soit le printemps. Au moment où je dirais même plus sur l'automne. Moi, si je faisais une litière forestière. Alors, il faut savoir que la litière forestière fermentée, vous pouvez la garder 1 an. Voilà. Que tu as intérêt à la remettre au printemps. Oui. Non, parce que vous la gardez dans un pot comme une choucroute, quoi. Puis on peut la réactiver. Non, parce que par la fermentation, tout a été réorganisé comme une choucroute. Une choucroute, tu peux la garder plusieurs mois. Hein. Ah ouais. Donc l'idée, c'est de... Voilà, c'est pas... Voilà, alors surtout pas de terre, tu vois, vas-y, c'est bon. Je pense, voilà. Il y a un petit peu de terre, ouais. Pas trop de terre. Il faut prendre juste entre les feuilles et la terre. Voilà, juste entre les deux. C'est la zone de passage. C'est ce que t'as trouvé là. Ce que tu as trouvé là, c'est nickel. Voilà, ça c'est nickel. Tout ça. Là, il y a un peu de terre quand même. Ouais, il y a un tout petit peu de terre, mais tu vois tout ça là. Ouais, là ici c'est pas mal. Du bois. Tu récupères ça. Alors, on peut penser que c'est vous allez ponctionner beaucoup de matière et tout ça. Il faut savoir qu'avec nos 5 kilos, on va prendre 5 kilos là dans la forêt. Donc à l'échelle de la forêt, c'est pas énorme. Même si ça pèse pas lourd, mais on va avoir un certain volume, un sac comme ça. C'est pas un pillage de la forêt. Hein. Avec ces 5 kilos, on va pouvoir protéger ou dynamiser ou régénérer les 30 hectares sans problème. Avec le bidon de 60 litres, on fait 100 hectares. Avec un bidon de 60 litres et 10 kg de litière, on fait 100 hectares. Mais alors, ce qui serait intéressant, ça serait quand même de circuler dans la forêt pour ne pas prendre tout au même endroit. Hein? Ouais, très bien. Ça c'est super. Ça, c'est ça. Voilà, vraiment. Ça, c'est super. Là. Tu vois, tu as ça c'est les cupules de gland qui sont attaquées. Ah oui, il faut les mettre dedans. Tu vois, là c'est bien. Là. Tu enlèves juste les feuilles au-dessus et en dessous, tu as toutes les feuilles qui sont encore humides. Donc tu peux en prendre... tu vois. Donc là, on est dans les phases de digestion, des matières, de réorganisation des éléments. Puisqu'en fait, dans les matières, les éléments qui vont sortir de la digestion des feuilles vont être réorganisés par les plantes. Mais ça se fait tranquillement, avec un flux très lent.
la vitesse, ou comment dire, la cinétique des arbres, quoi. Les arbres vont très très lentement, ils ont stabilisé leur sol, et une fois qu'ils ont fabriqué leur maison, ils vont très très lentement. L'assimilation minérale va très lentement, ils ont besoin d'un tout petit peu d'azote, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'azote, contrairement aux céréales qui ont quand même besoin de cette dynamique azotée, quoi. Donc ils ont besoin de la vache. Que la vache, elle t'amène des sucres rapides, elle t'amène des matières qui vont être fermentescibles. La forêt, elle, ces matières sont pas fermentescibles. Il y a des débuts de fermentation, mais les principaux organismes qui vont faire la digestion, ce sont les champignons. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des sols forestiers avec des proportions de champignons qui vont de 100 à 1000 par rapport à des bactéries, puisque en fait, les bactéries jouent un rôle mineur, juste de fixer un tout petit peu d'azote dans les systèmes, parce que les arbres, ils ont des réserves, hein. Les biodynamistes parlent que le tronc d'arbre est le prolongement du sol chez un arbre. Et qu'en fait, ce qu'on considère comme des bourgeons sont l'équivalent d'une plante annuelle, si tu veux, qui se réveille tous les ans à partir d'une graine. Donc le bourgeon, c'est l'équivalent de la graine. Donc sur l'arbre, c'est le prolongement du sol, quoi. C'est le prolongement du sol. Donc dans l'arbre, il y a aussi une réorganisation qui se passe. Il y a des stockages qui se font dans l'arbre. Alors à nous de stocker ou de mettre en réserve aussi dans nos sols cultivés. Mais ça, on n'a pas l'arbre pour le faire directement. Donc où est-ce qu'on met nos réserves? On met nos réserves dans la dynamique que les vaches nous apportent. C'est-à-dire notre réserve, elle est mobile, quoi. Elle nous apporte des matières organiques fraîches régulièrement. Et les pics d'apport de matières organiques, c'est le printemps et l'automne par les vaches dans les prairies. Donc c'est cette mobilité qu'il y a dans l'arbre entre le printemps et l'automne, tu peux l'obtenir sur un organisme agricole grâce aux animaux, qui vont te ramener des réserves. Eux, elles sont capables de mobiliser rapidement, de réorganiser rapidement et de redonner rapidement. C'est un peu la réserve à azote, à minéraux qui va permettre de faire circuler sur la ferme. Voilà. En réaction avec les micro-organismes. Parce que quand la vache arrive, si tu n'as pas de ferment dans ton sol, cette réserve n'est pas mobilisée. Comme dans un arbre qui a subi plusieurs sécheresses d'année en année, qui n'a pas pu mettre en réserve, et au moment du printemps, il ne démarre pas. Il ne démarre plus parce qu'il n'a plus de réserve. Voilà. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est la mobilité en fait. L'animal va amener la mobilité comme la plante crée la mobilité par sa sève. Le mouvement dans les arbres, il est à l'intérieur par la sève au niveau de la circulation. La circulation de sève crée cette mobilité énergétique des minéraux vers l'intérieur, vers le haut, quoi. Et c'est ce qui se passe dans un arbre, c'est exactement ce qui doit se passer dans nos sols quand on sème des plantes. C'est-à-dire la remobilisation très rapide. Et ça se fait dans la rencontre de la bouse de vache ou de la fumure avec les micro-organismes réorganisateurs. Vraiment, c'est là que ça se passe, quoi. Là, c'est pas mal. Là, ouais, là, on a des trucs intéressants. Là. Tiens, par exemple, tu vois, je te montre ça. Sur la bogue de châtaigne, tu vois, là, tout est associé. La bogue de châtaigne est collée aux feuilles. Et puis, tu as cette espèce de mycélium là, qui s'est développé. Et en fait, ce qui se passe là, la bogue de châtaigne, c'est bourré de silice au départ. Et c'est cette silice qui donne la dureté au carbone en fait. Et en fait, là, il y a redistribution de la silice dans les systèmes. C'est pour ça que tu as une acidification des litières forestières, entre autres. Il y a aussi l'acidification par la production d'acide, mais la silice en elle-même, qui va être relarguée, aussi produit une acidification. Et cette acidification, elle nous ramène au pH des ferments lactiques, ces fameux ferments qui sont à des pH, on le verra tout à l'heure avec la litière forestière, qui sont inférieurs à 4. Et on retrouve ces pH très bas lorsque tu fais du vin, lorsque tu fais du pain. Il y a cette recherche de pH inférieur à 4 qui sont des pH de fermentation intéressantes pour la vie, qui sont au début
la réorganisation de la vie, tu as ces pH assez bas, quoi. Tu vois. Il y a une belle énergie ici. Hein. La première fois que je suis venu sur cette ferme, je suis venu directement ici. Quoi. Ah, d'accord. Ouais, ouais. C'est pour ça que tu nous as emmenés. Bah, un petit peu, Nicolas m'avait dit. Mais en fait, ça fait pas partie de. Je crois que ça fait pas partie de la ferme. Je crois. Ah, ouais. Mais cette forêt est quand même. C'est là qu'on voit toute la puissance fertile de ce lieu, en fait. Qu'on voit les arbres. On voit des châtaigniers énormes. Là. Il y a le châtaignier, vous voyez là les branches qui sont. Enfin, cet arbre qui est penché là, Oui, oui. c'est un châtaignier. Vous voyez des perches de châtaignier qui font. Voilà, ça fait. Je sais pas moi, ça fait combien ça? Ça fait plus de 20 mètres. Hein. Ça fait plus de 20 mètres de haut. Et alors vraiment cette puissance vers le ciel, quoi, c'est impressionnant. Ouais, il a dû prendre la tempête, tu vois. À un moment donné, quoi. Et ce qui est très intéressant dans cette forêt, c'est qu'elle n'est pas nettoyée. C'est-à-dire que les arbres sont restés au sol, sans doute peut-être la tempête de 99 ou je sais pas. Et on retrouve un peu voilà, une dynamique naturelle. Et puis aussi, ce qui est très intéressant, c'est la présence du houx, Oui. qui est vraiment au niveau écologique un marqueur de qualité forestière, quoi. Ah oui, oui, oui. C'est le gardien de la forêt. Ouais, ouais. Vraiment, Ouais. là où il y a Alors, du loup, j'imagine. Ouais, il y a certainement des matières organiques plus abouties. Ce que je n'ai pas expliqué aussi, c'est que dans les vieilles forêts, dans les forêts anciennes, il y a des champignons qui n'existent que là, que dans ces forêts anciennes. Donc, si vous voulez, c'est toujours cette idée de rajouter à la mosaïque. Le vivant, il rajoute à la mosaïque et il laisse la place à chaque fois. Et il ne fait pas forcément disparaître. C'est-à-dire que les autres sont en dormance, quoi. Ils sont là, ils peuvent se réveiller. S'il y a une grosse tempête, paf, ils se réveilleront pour régénérer le système. Ben, c'est ça en fait, l'agriculture, c'est suivre le chemin que nous trace la nature dans sa dynamique, jusqu'au moment où on lui dit, bah non, là c'est plus possible, là je ne peux pas. Et on va travailler avec des animaux, justement, les animaux qui vont rétablir des écosystèmes moins forestiers, mais tout autant au service d'une alimentation saine, quoi. Et pas mettre des quantités d'animaux à un endroit, des quantités d'azote à un endroit, des quantités de carbone à un endroit. On fait circuler, c'est la circulation. Le recyclage, la circulation des éléments, la circulation de tout le vivant autour qui crée cette vraie dynamique de vie, quoi. Et cette alimentation saine, enfin moi je me bats pour ça en fait. Non, c'est bien, on va se mettre là, ça va être super. Donc il y a des gens qui n'étaient pas avec nous ce matin. Voilà. Donc on est allé chercher. Comment ça? On est allé chercher de la litière forestière ce matin. Donc la litière forestière, c'est la phase qui se trouve, c'est la couche qui se trouve juste en dessous des feuilles dans la forêt. Donc on a été chercher dans des endroits où il y avait des accumulations de feuilles. C'est surtout là qu'on va en trouver puisque l'épaisseur de feuilles va nous permettre, avec la météo qu'on a cette année, de garder un peu plus de fraîcheur. C'est pas forcément le moment complètement idéal pour le faire. Enfin si, dans une année peut-être normale, le mois de mai c'est bon pour la Bretagne, mais nous par exemple en Ardèche on le fait en mars-avril. Quand on sort de l'hiver, il y a eu plusieurs pluies déjà, donc on a... Ou alors il faut le faire à l'automne. Vous pouvez le faire à l'automne lorsque les litières redémarrent après les premières pluies et qui fait encore chaud. Voilà. Donc cette litière, c'est ce qui se situe juste en dessous la couche de feuilles sèches. Alors je fais circuler des trucs un petit peu qu'on a trouvé. C'est pas des feuilles, c'est du bois, des feuilles, c'est plein de débris végétaux, des cupules de chêne, des faines de hêtre. Vous verrez là, il y a des morceaux de bois avec des mycéliums. Alors je fais passer pour que vous puissiez observer un peu la texture. Il y a un peu de feuilles bien sûr, mais bon, il n'y en a pas plus que ça, quoi. Alors ça c'est intéressant, là, cette partie-là. Vous voyez la feuille elle commence à être dégradée un petit peu. Elle est en train de perdre sa structure. Et donc c'est intéressant de récupérer ces micro-organismes qui sont des micro-organismes du recyclage, de la réorganisation. Puisqu'en fait si les feuilles se dégradaient très très vite dans une forêt, qu'est-ce qui se passerait? L'arbre n'aurait plus rien à manger, quoi. Il ne faut pas que les feuilles se dégradent trop vite. Par contre, il faut que ça soit réorganisé.
Et ce que Laurent vient de dire là par rapport à le lombricompost qui réorganise, la litière forestière qui réorganise, les poules qui réorganisent, c'est en fait, alors vous dites c'est pas au niveau physique, il y a de la matière, machin, tout ça, il y a des effets de concentration quand même qui se font, des éléments minéraux. Et ces éléments minéraux, une fois qu'ils sont disponibles, mais à mon avis ils sont à l'état de trace, ils ne sont pas mesurables énormément dans les analyses chimiques. Et ces minéraux sont les réactifs qui vont permettre de faire de la matière en fait. La base de tout fonctionnement enzymatique, c'est d'abord d'assimiler des oligo-éléments. Et alors moi ça me fait penser, l'histoire de Laurent, ça me fait penser à ce qui se passe dans une tourbière. Parce que dans une tourbière, on dit c'est toujours acide. Une tourbière, c'est acide. Alors c'est la matière organique qui n'arrive pas à se recycler. Là, elle se recycle. Dans une tourbière, ça ne se recycle pas. Donc ça s'accumule, ça s'accumule. Par l'effet de l'humidité, la matière organique ne se dégrade pas. Mais au bout d'un moment, cette matière organique, elle s'accumule et elle devient distante de la zone humide, qui fait que la tourbe existait. Et à partir du moment où la matière organique s'accumule dans cette tourbière, il y a un moment donné, on appelle ça un stade de tourbière, c'est un stade spécial, c'est le stade de la tourbière haute, on appelle ça. Et à partir du moment où cette tourbière haute apparaît, on a des plantes qui vont venir s'installer, et pas n'importe quelle plante. Les plantes qui viennent s'installer, ce sont des plantes de la famille des éricacées, la famille de la bruyère, de la myrtille, de l'érel. Et ces plantes ont la capacité, avec des champignons spécifiques, des champignons qui sont propres à cette famille, qu'on appelle des mycorhizes éricoïdes, de la famille des éricacées, quoi. Et bien ces champignons, avec l'association des éricacées, vont pouvoir digérer, recycler la matière organique et récupérer les oligo-éléments qui sont coincés dans la matière organique. Alors ça, c'est des recyclages très longs. Dans les myrtilles, dans les érelles, vous avez un moment, il y a un pic de fleurs, il se passe à quel moment? Il se passe très tard en saison. Les érelles, elles ne fleurissent pas au mois de mars. Les bruyères, elles ne fleurissent pas au mois de mars. Et pas forcément parce que le climat est froid ou pas, ce n'est pas une question de froid, c'est une question d'éléments disponibles dans le système. Et on a un recyclage, c'est pour ça que les bruyères vont fleurir plutôt au mois de juillet-août, enfin même voire plus tard en altitude, jusqu'en septembre. Parce que c'est le moment où elles ont réussi à remobiliser tous les oligo-éléments qui étaient contenus dans des matières très dures comme de la tourbe. Et après, dans le cycle, donc on est sur des choses très très pauvres. Et sauf que on réorganise à chaque fois, on réorganise. Et une des réorganisations qui vient juste après, c'est le bouleau qui va venir pousser à l'intérieur de ces bruyères. Et le bouleau, il va pousser, mais il a une spécialité, le bouleau, c'est qu'il étend ses racines comme une toile d'araignée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les bouleaux, en fait, ils étendent leurs racines très très loin à la surface. Donc c'est considéré comme des arbres pionniers, c'est des arbres qui n'explorent pas, mais qui vont réagréger. Et ils réagrègent quoi? Essentiellement du calcium. Quand vous analysez l'écorce de bouleau, le bois de bouleau, vous avez beaucoup de calcium. Et les gens sont surpris de dire « Ah bah, il n'y avait pas de calcium, on n'a pas mesuré de calcium, mais dans le bouleau, il y a du calcium alors qu'il n'y en a pas dans le sol. » Alors, moi je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Ils sont à l'état de trace. Et ça peut donner... Alors les transmutations, ça je ne sais pas, pourquoi pas, mais peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que l'effet de concentration, ça on peut le mesurer. L'effet de concentration des micro-éléments, et c'est ce que sait faire la nature vraiment très très bien. Quoi. De reconcentrer, de remobiliser, pour pouvoir permettre quoi? Une fois que le bouleau tombe et meurt, il relibère du calcium, mais au lieu que le calcium soit tout dispatché dans la tourbière, il est concentré dans le bois de bouleau à un endroit donné, et là ça va lever la dormance de champignons. Il y a des champignons spéciaux qui vont pousser, qui vont dégrader ce bouleau, et qui vont permettre de rendre le calcium disponible après. Donc c'est réorganisation, libération, réorganisation, libération, réorganisation des éléments à chaque fois. Quoi. Et déjà, je ne sais pas si tu es d'accord, les mycorhizes éricoïdes, elles concentrent le calcium déjà. Bah bien sûr, Voilà. C'est leur travail. Déjà là, ouais. Leur travail, alors c'est bien que tu le redises, c'est que c'est des champignons vraiment spécialisés pour concentrer les calciums dans des milieux pauvres. Donc à partir du moment où on travaille avec le vivant, comme fait Laurent, là, vraiment c'est super ce qu'il nous disait, il réorganise les oligo-éléments.
C'est très important parce que c'est à chaque cycle, il y a une réorganisation des oligo-éléments, il y a des fermentations qui vont être possibles grâce à ces oligo-éléments remobilisés. Donc le fait de travailler les sols trop, bah voilà, on arrive à tout démobiliser, donc à la fin il n'y a plus rien, donc c'est plus vivant. Et le fait de ne plus travailler les sols, les oligo-éléments vont venir se stabiliser. Je dis ne plus les travailler du tout. Pas ce que tu fais toi Nicolas, bien sûr. Toi tu recrées une impulsion, et on est dans des impulsions. Et la nature elle ne fait pas autre chose, elle crée des impulsions. Et alors il y a un truc qui est très, très sympa, parce que ça relie avec les vaches, c'est dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Aude, ou dans les Pyrénées-Orientales, il y a une race de vache qui est... Je te dis, le taureau que tu as là, c'est le même, c'est la même race, c'est la race Casta, mais sauf que c'est tout noir. C'est la même taille, voire même un peu plus petit. Et ces vaches, au moment de la floraison de la bruyère, ils les mettent à pâturer la bruyère. Et les vaches mangent que les fleurs de bruyère. Vous imaginez, ils ont réussi à sélectionner une vache qui est capable de digérer ces fleurs de bruyère et de les réorganiser, quoi. Encore une fois. La vache Casta, et, bon, ils le font un peu avec les Gascognes, mais les Gascognes sont un peu plus comment dire, un peu moins rustiques, quoi. C'est les grosses grises là avec les... Ouais, ça c'est les Gascognes, et les Castas c'est des petites noires. Il y a pas beaucoup, hein. C'est vraiment une race très confidentielle, quoi, mais très locale. Voilà. Donc après les cycles, voilà. Et là c'est là qu'on a la meilleure productivité, c'est avec des éléments de terroir, quoi, enfin des plantes de terroir qui ont été adaptées, évoluées comme ce que tu as fait. Enfin, il n'y a rien d'étonnant, c'est une logique imparable, quoi. C'est ce que fait le vivant en fait. Alors avec cette litière, ce qu'on va faire, c'est que on va mélanger le son. Et là, je vais vous demander de participer. Parce que je ne vais pas faire les choses tout seul. Donc, là, on a 8 kg de litière forestière. Donc, ouais, on va réhomogénéiser un peu les litières. On va les brasser un petit peu. Alors, vous voyez, il y a un peu de farine au fond. Hein. C'est pas les champignons. Voilà. Alors, par contre, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va peser le son. 2,5 kg. Alors il y a 2,5 kg de petits sons qu'on va amener progressivement. Tu vois, tu mélanges, ça tu sais bien faire. Vas-y, fais-le Nicolas. Le mariage du champ et de la forêt. Allez, bah, que la farine, c'est tout le même geste. Ouais. C'est tout la même chose en vrai. Hein. Non, le son, Voilà. Donc les proportions, en quoi c'est autant de son que de litière? Un peu plus de son que de litière. 12 kg de son là en tout, c'est ça? Là j'ai mis 12 kg pour 8 kg. Mais vous inquiétez pas, la recette sur 60 litres, c'est pas la même. C'est 12 kg de litière forestière pour 16 kg de son. Vous êtes dans des proportions, quoi. Ok? Alors après, le levain, faut pas tout mettre. Mais par contre, est-ce qu'on peut mettre du miel du coup? Bah ouais, moi je propose de mélanger un peu. Eh ben on mélange alors, c'est parti. Et du coup, on prend que des trucs locaux. Le miel, c'est du miel de forêt d'ici. Alors 1 kg. Ça c'est 1 kg, ça à peu près. Normalement sur 60 litres, on met 3 litres de petit lait. Là, comme on a les ferments, tes ferments, là, on va là, il y a 1,5 litre d'eau dedans. Voilà. D'hier. Oui, mais après, maintenant, il y a beaucoup de ferments. Ah aussi. oui, ça c'est sûr. Hein. Donc, l'idée, c'est donc de réassocier tout ça et de remélanger avec un peu d'eau et de distribuer ça dans le truc. Donc, là, il y a à peu près 2 litres. Donc, je garde 2,5 litres encore pour réactiver la litière forestière que j'ai ramenée d'Ardèche. Yes. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait la deuxième phase. Donc allez, c'est parti. Donc comme le petit lait est un peu froid, j'ai de l'eau chaude là un peu aussi. Ouais. C'est pas trop froid? C'est un peu froid. Si, c'est froid, bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il fait chaud. Ouais, parce qu'il fait chaud.
Et puis là, par contre, ça c'est vachement chaud. Le son était dans la voiture, donc le son il est à 35 degrés. Ouais. Ça va se rééquilibrer tout ça. Ouais, tout ça, ça va se rééquilibrer. Bon, après, On met du miel aussi? Ouais, bien sûr. Ouais. Alors on met un peu de miel. Toutes fleurs de la forêt, de la région. Comment elle s'appelle, celle qui faisait les pluies? Maïté. Maïté. Une bonne tranche de cochon. Un soupçon de miel, voilà, c'était Ouais, ça. c'est ça. Un soupçon de Un miel. soupçon de miel. Combien j'en mets à ton Là, avis? tu mets tout. Je mets tout. Attends, Sauf attends. que j'ai la main trop grosse. Parce que l'autre, tu veux... On a un autre pot de miel. Attends, il me faudra, pour l'autre, bah, on fera... on aura besoin aussi du lactique. Alors l'autre, peut-être qu'on réactivera pas avec le son. Ouais. Avec le levain. On gardera ça, on gardera un peu de miel pour le sucre. On en a un autre pot de miel. Ah ouais, bah d'accord. Bah Tiens, Jam, tu m'aides? Alors faut tout mettre. Avec la conscience de la silice des abeilles. La conscience de Tu te rappelles? Ah non, Jam Restou, il nous a fait un topo une fois sur les abeilles qui vont déposer de la silice et qui diffusent la lumière partout. Allez-y. Vous savez que les abeilles sont nées des entrailles du bœuf Apis pour faire la liaison avec le bœuf. En Égypte, au moment à l'époque où le soleil se levait dans la constellation du taureau, la civilisation qui correspondait était la civilisation égyptienne et il y avait principalement le culte du bœuf Apis. Ça doit être terrible. La légende dit que les abeilles sont nées des entrailles du bœuf Apis. C'est de là que vient le terme apiculture. Donc il y a encore le lien, par le miel, le lien avec les vaches. Donc les vaches sont là, heureusement, parce que sinon ça nous poserait problème. Bon, allez. Goûter parce que c'est super délicieux en fait. Petit lait, miel. Ouais, je crois qu'il a dit tout. Et on va le rincer. Parce qu'en plus, le petit lait, il sent hyper bon. Ouais, alors ça c'est pareil, c'est des copains, c'est que Ouais. des prairies naturelles de la forêt de Pimpon, on peut pas faire mieux. Un fromage, il est excellent. Ils Vient sont de- super oui, bons. de chèvre. Ouais, ceux qui veulent sentir Et le en petit plus, lait. chef, je trouve ça il y a un sympa verre. parce que c'est vraiment l'animal de forêt aussi. Enfin, l'oiseau de forêt. Parce que là, on mélange vraiment le champ et la forêt. Hein, avec Si on ne le pas le son. renverser. On serait allé ce matin Ouais, bah, j'aime beaucoup. cueillir quelques fleurs imprégnées de rosée. Alors pour vous expliquer, en fait l'idée, la recette que vous allez avoir dans le livret, là, pour ceux qui s'intéressent, bon, il n'y en aura malheureusement pas pour tout le monde, mais ceux qui en veulent, ils en prennent. Vous m'en laissez au moins un pour que je puisse le montrer. C'est donné, c'est donné. Vous pouvez le télécharger autrement. Écoutez bien, hein, vous pouvez le télécharger sur le site de Terre Humanisme. Il est en téléchargement gratuit sur Terre Humanisme. Donc voilà, j'en ai amené quelques-uns. Mais... Alors la recette que nous on a fait, c'est sur une base de petit lait avec du sucre ou de la mélasse. Ouais, c'est un parfum de fou là. Puis après tu vas voir, hein, ça va être Alors donc, nous on remplace les sucres, une partie des sucres. Donc là, 1,6 kg de sucre. On remplace par 1 kg de miel, plus les sucres qui sont contenus dans le levain. On compte là-dessus pour compenser au niveau sucre. Et puis on va voir ce que ça va donner. Hein. Et faire des sucres plus lents. Et faire des sucres qui vont aller moins vite, quoi. Et dans le son, il y en a encore un petit peu, ouais. Parce que même avec les drèches, tu vois, que la fermentation, on amène du sucre aussi. Quand même. Et là, on met tout ça là-dedans, mais ça suffit pas pour mouiller tout. Ouais, attends, on va le faire après. Donc, vous comprenez qu'on amène vous amenez les ingrédients litière forestière qui va apporter les micro-organismes. Ah bah, faites comme j'aime, c'est tout. C'est bien plus simple. On n'a pas besoin de tout comprendre. Donc la dynamisation de James va permettre de booster les micro-organismes avec lesquels il est en connexion directe, en communication directe. Pâques, 10 mai, 24 juin, 29 août, Noël, Saint-Michel, le lait muscat. Saint-Michel.
c'est une dynamisation. De flamenco là-dessus. On remonte dans le temps ou on va vers le futur? Bon, bah, écoute, Donc le son du blé va nous apporter quand même l'assise protéique qui va rester un petit peu, les minéraux, donc un petit peu d'azote quand même dans le système. Et surtout les minéraux, hein, le son c'est les minéraux, quoi. Et les flavonoïdes. Et les flavonoïdes. Et là les sucres apportent l'énergie. C'est l'énergie de transformation. Alors il faut savoir que dans la forêt, ce qui se passe, c'est que cette énergie de transformation, elle se fait très lentement par les sucres qui arrivent de la photosynthèse via les racines et ce qui se passe autour des racines. Et ça, c'est assez bluffant, c'est-à-dire que des sols qui ont des pH de 6, 6,5, 7,5, autour des racines, on mesure le pH 4, inférieur à 4. Et la plante, si le pH monte au-dessus de 4, la plante elle tombe malade. Et ça, c'est intéressant parce que, en fait, pour que la fermentation se passe bien, il faut qu'on reste dans des fermentations abouties inférieures à un pH 4. Hein, donc on est toujours dans la même, ce que tu as expliqué, mais j'y étais pas, mais peut-être je fais des répétitions. Mais sur le principe, on va valider la bonne fermentation déjà par l'essence, pas avec des thermomètres, tout ça, par l'essence, c'est-à-dire que ça va sentir très bon. Et alors, là, je vais vous montrer une fermentation aboutie, mais vous l'avez peut-être senti déjà ce matin, elle a circulé un peu. Hein. Mais là, attention, parce qu'il y a un peu d'alcool, alors vous allez prendre un shoot. Hein. Mais ça va diffuser très très vite. Hein. Ça sent super bon. Hein. On dirait de l'armagnac, enfin ouais, genre chocolat, c'est la folie quoi. Surtout pas d'eau du robinet, de l'eau de source ou de l'eau de pluie filtrée. Enfin voilà, vraiment il faut des bonnes qualités d'eau parce qu'on a vu avec des eaux de qualité un peu médiocre que ça marchait moins bien, quoi. Et puis voilà, une bonne jarre hermétique. Alors là on va essayer de faire on va faire un bouchon. Pour la phase solide, vous n'êtes pas obligé d'être avec un bidon hermétique fermé, cerclé. Et pour la phase liquide, par contre, il vaut mieux avoir cette fermeture, puisqu'en fait, vous allez... Enfin, ça pourrait marcher, mais c'est pareil que la lactose, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut que ça dégaze aussi il faut que ça soit en anaérobiose, quoi, vraiment. Sur la phase liquide que je vous montrerai après, qui dure 8 à 10 jours. Là, ce qu'on va faire, ça va durer... un mois et demi, peut-être 3 semaines, on va voir. Et il faut aller le voir au bout de 3 semaines, déjà revoir si ça s'est bien passé. De la météo des prochains jours. Mais bien sûr. Donc voilà, alors après... On est boulanger, donc si on veut, on n'amène pas loin du four et on peut maintenir. Voilà. Alors oui, alors par contre, oui, la fermentation, là on va en reparler, mais la jarre, il va falloir la mettre dans un endroit à température, si possible, constante, pas trop de variation de température, c'est ça l'important. On va dire entre 24 et 28 degrés. Quoi. Alors on va dire 22 et 28 degrés. Comment tu fais, tu as dit tout à l'heure que vous faisiez au printemps. Oui. Alors comment tu fais pour obtenir la température Eh ben nous, en Ardèche, au printemps, il fait chaud déjà. Donc on a quand on le commence, parfois on le commence dans une pièce. Et Valo à Terre Humanisme a fait sous une table comme ça. Il a fait un endroit où il met ses bidons, il glisse ses bidons en dessous et il a entouré la petite table d'isolant et il met un petit radiateur à côté pour garder la chaleur. Donc après, si vous avez un four, une pièce à 22, 25 degrés, ça le fait bien, quoi. Il y a une personne qui en a fait chez elle, elle a carrément mis une couverture chauffante autour et avec un programmateur qui se déclenchait régulièrement, un thermostat, et dans une caisse par contre. Elle a fait une double caisse. Ben voilà, après... pour les puristes. Avec un liquide tiède. Oui, c'est pour ça que là, le liquide était un peu chauffé. Hein. Alors, l'eau que j'ai apportée, c'est une eau une eau tiède à 22, 23 degrés. Et là, je vais apporter 5 litres. Alors, on ne va pas les apporter tout d'un coup, puisqu'en fait, on va faire le test qui va nous permettre de savoir si la litière est assez humectée. On appelle ça le test du point. C'est-à-dire que c'est un moment... Lorsqu'on va avoir assez hydraté la litière, on va faire un test en serrant légèrement. Et si l'eau commence à perler à travers nos doigts, c'est que l'hydratation est bonne, quoi. Et puis, par contre, si quand vous relâchez votre main, votre poignée de litière, la poignée de litière se désagrège trop vite, ne se tient pas. Il faut que ça se tienne, mais il ne faut pas que ça soit gorgé d'eau. Donc on est bien dans une fermentation semi-anaérobique ou semi-aérobique.
C'est-à-dire qu'on amène de l'eau dans un système. Et là, ça va être génial parce qu'en plus, on a amené différentes granulométries de son. Donc, on augmente quoi? Les interfaces. On augmente les surfaces d'échange. Et tous les systèmes très dynamiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent leur surface d'échange. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on avait vu qu'avec des sons un peu grossiers et des petits sons, ça ne fonctionnait pas tout à fait pareil. Là, on a les deux ensemble. Donc, on a aussi, il vous a parlé des transporteurs hier, Yann Olivo. Pour que l'eau soit fonctionnelle et qu'on puisse assimiler les minéraux notamment, il faut qu'il y ait les transporteurs qui sont les minéraux. Oui. Et les minéraux là sont solubilisés par le son, donc on a de l'eau plus les transporteurs, donc on a une faculté d'interface et de communication qui est optimale. Et un de ces transporteurs, pardon, c'est l'acide humique. Voilà, acide fulvique et acide humique. D'où, et acide lactique, l'acide on humique les a tous. qui est là. On les a tous. Acide humique dans la litière. Oui. Alors, je vais remettre un peu d'eau. Normalement, on met 5 litres, alors j'avais déjà mis un peu d'eau. Le petit lait, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est pas bon. Ah oui, il m'en restait un peu, donc je te remets 2 litres. C'est bien, je l'ai réchauffé depuis 20 minutes. Ah bah tu l'as réchauffé celui-là. Hop. Et là, il va falloir redistribuer, tu vois, le liquide à la surface. Et puis il y aura plein de petites mains qui viennent brasser tout ça. Et puis en fonction de l'hydratation, on rajoutera de l'eau dans le système, quoi. Enfin, dans le mélange. Et puis après, maintenant, on va se mettre là en face de l'autre. Et puis, on va ramener au centre. Enfin, voilà, après tu sais faire, Nicolas. Moi, je fais ça comme je pétris le pain. Voilà. Et comme je prépare les semences, c'est exactement pareil, le même geste. Donc on peut se mettre là en face de l'autre. Et puis, s'il y a des gens qui veulent venir, allez, venez. Hein, venez. Venez. Ça, c'est une expérience sensorielle très intéressante. Alors, dans les... Je vais sans doute devoir rajouter de l'eau là, mais il faut se méfier parce qu'au départ, on a l'impression, mais... Mais homogénéisez bien. Bah ça, c'est la base du compost. Moi, il y a 25 ans, j'ai appris comme ça. On mélange du carbone et de l'azote. À un moment, tu prends. Il ne faut pas que ça coule. Si tu presses, que ça coule. Et quand tu larges, que ça garde sa structure, soit un peu collé. Ça commence à se rapprocher du couscous. Là c'est pas mal mais c'est pas... Et tu mets pas de beurre? Il y a un problème, tu as oublié quelque chose. Non, là tu vois, c'est bien. Tiens, là, c'est bon. Tiens, je vais te montrer le test. Là ça passe par les abeilles. À chaque fois qu'on parle des abeilles et des plantes... Alors, encore un tout petit peu, on va mettre 1 ou 2 litres. Là, on y est presque. Parce que ce qu'il y a, c'est que le son, il boit aussi au fur et à mesure, il boit l'eau. Comme avec la lacto. Donc je serre. Je commence à avoir de l'eau qui sort, je ne sais pas si tu vois un peu. Bah, c'est juste le test et j'ouvre la main et ça colle. On va faire le remplissage, donc on essaye de ne pas trop en perdre, c'est précieux quand même. Hein. Alors on ne va pas tout remplir d'un coup, on ne bascule pas tout d'un coup. On répartit par épaisseur de 5 cm, 5-10 cm. Et par contre, vous tassez avec le poing. Stop. Il y a assez. Il faut tasser au fur et à mesure. Par couche, avec le poing. Ou alors, tu as envie de monter dedans? Non. Tu veux pas tasser? Autrement, s'il y a quelqu'un qui veut tasser avec les pieds, ouais, bah vas-y. Vas-y, un tassage chamanique. C'est l'idéal. Après, vous aurez le droit de lécher la gamelle. Par contre, il faut qu'on te tienne. Il faut tenir la jarre parce que... Le tambour. C'est génial. Ah bah oui, c'est trop bien. Donc on monte petit à petit comme ça, 5-10 cm par 5-10 cm d'épaisseur. L'idée, pourquoi tasser? Parce que en fait, on essaye de chasser une partie de l'air, mais qu'il en reste quand même un petit peu, tu vois, il en reste quand même un petit peu dedans. Mais chasser un maximum d'air, parce que trop d'air va être trop oxydatif et pas assez réducteur. Comme dans une lacto, quoi. C'est exactement Ah bah c'est une lacto. Hein. Parce que je comprenne bien, Miguel, ce qu'on fait là, ça va donner ça. Ouais. Et après, tu le passes en phase liquide. Et là, c'est ce que je vais faire, la phase liquide qu'on va faire dans le bidon. Vous avez bien compris qu'on fait une phase solide. Tout le monde a bien compris ça? Ouais, c'est OK. Et après, on va obtenir ça. Ça, c'est comme dans les recettes de cuisine sur Internet. Donc, vous enfournez et... 6 mois plus tard. Et 2 minutes après... T'en veux un peu?
C'est marrant alors- parce que c'est l'inverse du pain. Le pain, on commence souvent par un levain liquide Ouais. et on passe à une phase solide pour la panification proprement dite. Donc là, on a les odeurs. Vous pouvez sentir, hein, c'est. C'est hallucinant. Hein, c'est- Ça, c'est lié au fait que ça soit une fermentation et un peu à l'air et un peu à l'abri. Voilà. Ce côté alcooleux là. Ah ouais. Ce côté alcooleux là. Donc C'est vraiment pas ça. là, on a 3 kilos de litière forestière solide. Ok. Après, je vais réactiver avec normalement 3 litres de petit lait. Pas loin du compte. Bon, là, on n'est pas trop mal. Et avec 3 kilos de sucre. C'est la règle des 3, quoi. 3, 3, 3. Ou de miel. Voilà. Et là, on va prendre 1 kilo de miel, plus rien, quoi. Non, mais sinon, j'ai amené du sucre brun aussi. Ouais, mais non, mais on n'est pas obligé. Ça va marcher. On aurait pu mettre une partie du levain aussi dedans, là. Ouais, ben là, ça, le reste, faut qu'on le garde, sinon on fera Ah pas oui, le pain oui, oui. mardi. Non, mais voilà, on aurait pu mettre du levain éventuellement. Donc, vous amenez surtout, c'est les 3 composantes qui est important, c'est toujours pareil. C'est la litière forestière qu'on va réanimer avec du sucre, enfin une composée avec des sucres rapides, on va dire ça comme ça, et un ferment lactique. Donc on recommence une On recommence. Et là, par contre, on va mettre beaucoup plus d'eau. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire les allers-retours avec la fontaine derrière, on va. C'est assez simple, hein. On remélange. On mélange le miel dans l'eau, voilà, de manière à ce qu'il se dissolve. Alors j'y vais, quoi. Hop, ouais, ou si tu veux le faire, voilà. Et après, s'il y a des gens qui veulent aller chercher un peu d'eau, faire des allers-retours avec le seau, Il te faut combien d'eau à peu près? eh ben, il va falloir remplir le bidon. Donc après, lorsqu'on va utiliser le liquide qu'on va obtenir, on va obtenir un liquide comme ceci là. Après, alors ça, c'est une odeur un peu forte, hein. Vous pouvez vous faire passer. Ça sent assez bon. Et l'idée, c'est de le diluer à 10%, 5-10%, ça dépend, pour pouvoir l'utiliser. Donc vous pouvez l'utiliser, vous verrez, il y a différentes utilisations. On peut l'utiliser en agriculture, c'est-à-dire directement sur les sols, en vaporisation. Il faut éviter des fortes pressions. Parce que comme il y a des micro-organismes dedans, si vous aspercez, vous risquez de les exploser. Donc on travaille à des basses pressions, mais voire même sans pression. Ouais. Si vous faites de la pulvérisation. Après, vous pouvez le faire à l'arrosoir, mais juste en pulvérisation, c'est assez impressionnant ce que ça fait. Ou on goûte comme on fait la bouse de corne. Voilà, comme la bouse de corne. Tu peux goûter avec un arrosoir, avec une rampe, tu vois, un truc comme ça. Tu vois. Et ça, on peut pas le laisser dans les... Alors si, on peut le mettre, mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'avec ça, tu vas déjà faire, avec 3 kilos de ça, on va faire 60 litres de... Elle est partie où? De ça, là, de ce qu'il y a dans le cubi, qu'on va rediluer encore à 10%. Donc avec très peu de litière, tu peux traiter, je disais, avec 60 litres de liquide, 60 litres, avec 60 litres de solide, pardon, on peut traiter une ferme de 100 hectares. Voilà, comme ça. Vous pourriez faire des bonbons. Eh ben oui. Alors là, par contre, j'ai fait une bêtise. Parce que... Ouais. Donc vous imprégnez votre litière avec l'eau sucrée. Et puis après, on va mettre le petit lait. Hop. Alors on dirait... Voilà, non, mais avec le bras, comme ça. Vous homogénéisez. Qui veut dynamiser pendant 1 heure. Donc 3 dans un sens, 3 dans l'autre. Ça, c'est une autre dynamisation, hein, au passage, que beaucoup de gens connaissent peut-être plus. Vous tournez jusqu'au moment où vous créez le vortex. Mais vous avez été vortexé par Nicolas, j'imagine. Donc je crée le vortex. Et je casse le vortex.
Alors, les biodynamistes disent je crée le chaos. Alors les usages, oui, j'en ai pas parlé, les usages. Alors les usages au jardin, sur le sol, pour réveiller les sols, améliorer la réorganisation des sols. On peut le mettre en foliaire aussi. Donc c'est plus pour stimuler les défenses. Donc on considère ça comme un biostimulant. Donc ça peut être intéressant. Mais ça ne va pas remplacer peut-être le cuivre, en tout cas tout de suite. Là où il y a des choses intéressantes à faire, c'est avec les plantes, en foliaire. C'est-à-dire associer la litière forestière fermentée. L'importance du contact aussi, ça c'est très important, les vignerons connaissent bien ça. C'est la surface de contact et le temps de contact. Donc la dispersion du produit à l'échelle de la feuille. Donc il y en a qui utilisent des produits dispersants, tu sais, qui peuvent être naturels. Hein. Donc sur le sol, pour améliorer la dégradation des composts, ça on a vu l'amélioration de la dégradation visuelle des composts. Donc visuellement, les composts sur lesquels on vaporise au sol, hein, c'est juste vaporiser au sol. Avant de dresser le compost? On met le compost au champ. Ah oui. Le compost qu'on apporte au champ, ça améliore énormément la dégradation des composts. Donc ça, c'est les usages soit en protection, mais surtout soit en activation sur le sol. Après, bon, il y a différents usages de nettoyage des eaux aussi. Donc quand vous avez une eau qui se trophise, où il y a des algues, on a eu des résultats intéressants à Terre Humanisme, où il y avait à Terre Humanisme, il y a peut-être des gens qui sont allés là-bas. Il y a des grandes cuves. Donc ces grandes cuves, il y avait toujours des algues qui se développaient dedans. Et depuis qu'ils en mettent régulièrement 1 litre ou 2 comme ça, de temps en temps, toutes les semaines, quoi, les algues disparaissent. Donc les algues disparaissaient, c'était bien, la pompe était plus bouchée. Et puis un jour, Valo va pour démarrer la pompe, ça ne marche plus, l'eau ne coule pas, qu'est-ce qui se passe? Il regarde dans la cuve, ah, il n'y a pas d'algues. Qu'est-ce qui se passe? Il démonte le filtre. Dans le filtre, c'était rempli de larves de libellules. Donc en fait, il y avait une réorganisation des éléments minéraux dans le sol, dans l'eau. Une partie avait sans doute précipité au fond. Et l'eau était passée d'un stade eutrophe à un stade oligotrophe, qu'on appelle. C'est-à-dire des eaux de qualité quasiment de boisson, quoi. On est parti dans une cuve avec une eau vraiment de mauvaise qualité, avec des algues d'eutrophisation. Et en quelques semaines, il a eu un résultat, c'est-à-dire qu'il est passé sur une eau tellement de qualité, c'est-à-dire avec des éléments minéraux réorganisés, avec des libellules qui ont explosé, des centaines de libellules qui ont explosé dans le bassin. Ça veut dire que nous, on veut faire des bassins dans des cuves en bois dans le jardin. On hésitait à acheter une pompe solaire, mais ça coûte quand même très cher. Si on met de l'eau de pluie dans le bassin et que de temps en temps on met un peu de poussière, on n'a pas besoin de... Normal, d'oxygénation, ouais. Faut essayer. Alors il a eu des résultats aussi sur des bassins comme ça qui étaient vraiment eutrophisés, pleins de vases. Des bassins, vous savez, avec des bâches, parce que des fois l'eau n'est pas retenue. Et avec des épaisseurs de 2-3 cm de vase, à un moment donné, il n'y a plus de vase, quoi. On voit la bâche. Il y avait 2-3 cm de vase. Donc tout est réorganisé, quoi. C'est assez impressionnant les effets que ça peut avoir. Bon, il y a des essais qui sont faits aussi en élevage, pour la santé des poules, avec des trucs assez intéressants. Et là où on a eu des résultats intéressants, c'est sur un élevage de porcs, mais un tout petit élevage, hein. C'était un gars qui élevait une dizaine de porcs. Et dans son alimentation, il en avait mis, et les porcs qui ont eu cette alimentation avec la litière forestière fermentée se sont développés beaucoup mieux. C'est-à-dire que le lot qui n'a pas reçu la litière forestière, il y a déjà un porcelet qui est décédé très tôt. Et les autres se sont relativement bien développés. Et par contre, ceux qui n'ont pas eu la litière forestière avaient des dimensions un peu différentes. Enfin, à la fin, il y avait moins d'égalité, quoi. Tu mets dans leur eau de boisson? Ouais. Et alors, ils sont plus calmes aussi. Ils sont plus calmes. Et puis, il y a un autre usage, c'est dans les étables,
pour les odeurs dans les étables, c'est impressionnant comment, en vaporisation dans l'air, ça annihile les odeurs. Alors je ne sais pas si tu as une explication, est-ce que c'est les acides humiques, est-ce que c'est quoi? Mais vraiment ça améliore. Quand vous avez des odeurs, ah bah oui, bah, y en a qui ont pensé déjà, hein, t'inquiète pas. Hein. Il y a des gens qui ont pensé qu'ils allaient, tu sais ce qu'ils ont pensé? Ils se sont dit on va faire un fermenteur avant à monter à la ferme. Donc ils ont déjà pensé à proposer tout le kit de fermentation avec la recette, avec tout ça. Mais il faut acheter le fermenteur, bien sûr. Ouais. Mais avec la température régulée, le machin, le truc, la diode la diode de pH, la diode de potentiel redox. Qui c'est qui a trouvé ça alors? Et donc du fébraise bio. Du fébraise. Ouais, du fébraise bio. Ouais, peut-être. Du fébraise bio, oui. C'est ton équipe? Donc, C'est ton équipe qui a trouvé? non, c'est... en fait, il y a un stagiaire qui est à Cuba, il y avait des échanges déjà depuis quelque temps avec Terre Humanisme. Et puis il y a une personne de Terre Humanisme qui est allée là-bas et qui a ramené, qui est resté là-bas plusieurs mois et qui a ramené la technique qui existait à Cuba déjà depuis 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que ça existe à Cuba. Et il y a un centre d'agroécologie à Cuba. Alors je ne sais pas, Sylvia, elle n'est pas là. Il y a un centre d'agroécologie où ils sont les experts, ils sont vraiment experts sur ces préparations, quoi. Et ils ont fait plein de préparations avec des plantes, avec tout ça, plein de choses. Et les arbres? Et ben les arbres, tu peux faire en vaporisation. On a en badigeon, enfin c'est vraiment. À la plantation? C'est tous les usages qu'on veut, quoi. Et moi j'ai un souci, parce que là où chez moi là je fais construire, il y a une terrassement, ils ont remanié la terre, c'est n'importe quoi, tout est dessus dessous. Elle est très très argileuse. Et quand ça va être fini bientôt, je voudrais justement, est-ce que c'est possible que je fasse ça pour il faudrait que tu ressèmes des choses, des plantes déjà, tu ressèmes des plantes. Ouais, puis après tu vaporises sur tes plantes. Tu vaporises sur tes plantes. Non. Il faut, ça se fait. C'est un produit synergique, si vous voulez. C'est synergique, c'est-à-dire que ça améliore les assimilations, ça améliore ça améliore les interactions entre, au niveau de la photosynthèse, à mon avis, ça améliore des choses, quoi. Mais c'est un produit qui aide à... C'est un biostimulant, quoi. On appelle ça un biostimulant. Donc si tu as des plantes semées, mais tu peux semer n'importe quoi, tu demandes des graines à Nicolas, et puis tu sèmes un peu, voilà, de la... je sais pas, des trucs. On a parlé des terres agricoles, des cultures. Alors sur les cultures, vous avez différents usages. En maraîchage, en grande culture, en fruitier, même sur les préparations de sol. Quand vous faites une préparation de sol, quand vous travaillez le sol, vous pouvez en mettre sur le sol pour réaméliorer la qualité de réagrégation du sol. Et le moment de l'année Eh ben, le mieux, c'est de le faire dans les conditions printanières ou automnales. Et tu fais ça le soir, ou alors pour que le soleil ne vienne pas trop vite en journée, quoi. Donc ça, tu fais ça très tôt le matin, des journées où tu sais qu'il va pleuvoir ou qu'il va bruner, quoi, tu vois. Tu vois, tu vas rester dans une ambiance humide, comme la 500 en fait. Comme la 500 en biodynamique, quoi. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Le temps de conservation? Alors le temps de conservation, ce qu'on va filtrer là, ça peut se garder 1 à 2 mois. Dans un bidon hermétique. Enfin dans un contenant hermétique. Et sinon en liquide, en solide, vous pouvez la garder au moins 1 an, voire plusieurs années, quoi. Voilà. Jusqu'à déborder. Et puis après, on vient placer le couvercle. Alors c'est bien là parce que ici vous avez un système. Ah non, c'est pas un système de. C'est pas un système de dégazage. Si, il y en a un. Non, mais il n'est pas là, mais à la Ah, il y maison. en a un, d'accord. Ouais. Donc après, vous venez positionner le couvercle comme ça de manière hermétique. Bon, ça va. Il vaut mieux que ça déborde comme ça. C'est pas très grave. Il vaudrait mieux qu'il y ait un système de dégazage ou pas, à ton avis?
Oui, oui, ça serait mieux. Ouais. Ah bah on le mettra. Voilà. Et puis après, on vient positionner ça. Voilà, vous fermez hermétiquement. Et puis voilà, c'est bon. C'est parti pour 10 jours. Et puis autrement, si vous n'avez pas de système de dégazage, On ouvre de temps tu le en temps. surveilles, puis tu fais un petit pchit, parce que le bidon, il va faire blou.